Bienvenue pour un nouveau cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la technique de l'antibiogramme. Les bactéries résistent de plus en plus fréquemment aux antibiotiques courants, comme cela a été expliqué dans ma vidéo consacrée aux antibiotiques. Face à l'apparition de germes multirésistants, le choix du traitement devient parfois difficile et il est nécessaire de recourir à la réalisation d'un antibiogramme pour décider quel antibiotique utiliser. Cette technique consiste à cultiver la bactérie infectant un patient en présence de différents antibiotiques et à observer quels antibiotiques empêchent sa prolifération. On choisira alors le plus efficace pour traiter le patient. Pour réaliser un antibiogramme, il faut d'abord disposer d'un échantillon biologique contenant la bactérie infectant le patient. Par exemple, dans le cas d'une infection pulmonaire, il peut s'agir d'expectoration ou encore du liquide récupéré après un lavage des alvéoles réalisé à l'occasion d'une fibroscopie bronchique. Une fois qu'on dispose de cet échantillon, on cultive ensuite la bactérie sur un milieu nutritif non sélectif, c'est-à-dire qui contient tout ce dont la bactérie pourrait potentiellement avoir besoin pour proliférer. Concrètement, on étale l'inoculum sur de la gélose dans une boîte de pétri, puis on incube cette boîte pendant une vingtaine d'heures dans une enceinte maintenue à 37 degrés. En fait, on reproduit l'environnement que rencontrent les bactéries dans notre corps et qui est très favorable à leur prolifération. Avant incubation, la gélose est transparente. Après incubation, si des bactéries ont proliféré, on observe un voile à la surface de la gélose. On appelle ce voile le tapis bactérien. Précisons que dans un autre contexte, on peut cultiver les bactéries sur des milieux sélectifs, qui ne contiennent par exemple pas un certain type d'acide aminé, pour qu'une bactérie d'une espèce spécifique se multiplie préférentiellement. Mais ici, comme on ne sait a priori pas quelle bactérie est à l'origine de l'infection du patient, il ne faut surtout pas risquer de la contre-sélectionner. On utilise donc un milieu non sélectif. Pour réaliser un antibiogramme, on va placer sur la gélose, après l'avoir ensemencée avec l'inoculum, de petits disques imprégnés d'antibiotiques. Chaque disque correspond à un antibiotique différent. Après incubation, on peut obtenir deux types de résultats. Si l'antibiotique n'a aucun effet sur la bactérie, celle-ci aura pu proliférer jusqu'au contact du disque. Mais au contraire, si l'antibiotique est actif contre la bactérie, on observera un halo d'inhibition autour du disque, c'est-à-dire une zone circulaire sans aucune bactérie. En effet, au niveau de cette zone-là, l'antibiotique aura empêché la prolifération bactérienne. L'absence ou la présence d'un halo d'inhibition n'est cependant pas un critère suffisant pour déterminer l'efficacité d'un antibiotique vis-à-vis d'une souche bactérienne. En effet, in vivo, c'est-à-dire chez le patient, il faut tenir compte de la dose d'antibiotique administrée. Expliquons comment. Pour interpréter un antibiogramme, on mesure le diamètre d'inhibition, la taille du halo, afin de quantifier l'efficacité de l'antibiotique. En effet, l'antibiotique diffuse au sein de la gélose, le milieu sur lequel on fait pousser les bactéries. Plus on est proche du disque imprégné d'antibiotiques, plus la concentration d'antibiotiques sera élevée. Et plus on s'en éloigne, plus elle deviendra faible. On dit qu'il y a un gradient de concentration. Si l'on met deux souches bactériennes différentes, une souche A et une souche B, en contact avec un même antibiotique, et qu'on obtient un diamètre d'inhibition plus faible pour la souche A, on peut dire que l'antibiotique est plus efficace contre la souche B que contre la souche A. Il aura en effet suffi d'une plus faible concentration d'antibiotiques pour inhiber la prolifération de la souche B. Ceci est évidemment uniquement vrai si les deux disques d'antibiotiques sont imprégnés de la même quantité d'antibiotiques. Et c'est le cas, car les disques utilisés en laboratoire sont standardisés. Mais le but de l'antibiogramme n'est pas de comparer la sensibilité de deux souches bactériennes différentes à un même antibiotique. C'est, je vous rappelle, de comparer la sensibilité d'une même souche bactérienne à différents antibiotiques. Pour cela, on compare le diamètre d'inhibition mesuré pour chaque antibiotique à des valeurs de référence, petit d et grand d,
exprimés en millimètres. Il faudra donc bien mesurer le diamètre d'inhibition en millimètres. Petit d correspond à la dose maximale tolérée chez le patient. Au-delà, les effets secondaires de l'antibiothérapie sont trop importants, voire dangereux. Si, in vitro, un antibiotique empêche la prolifération d'une bactérie, mais à une dose supérieure à la dose maximale tolérée, on ne pourra pas l'utiliser in vivo. Finalement, lorsque le diamètre mesuré est plus petit que petit d, la bactérie est considérée résistante vis-à-vis de l'antibiotique testé. Grand D correspond à la dose minimale administrée au patient. C'est la dose habituellement prescrite par le médecin. Si, in vitro, un antibiotique empêche la prolifération d'une bactérie à une dose inférieure à la dose minimale présente dans le corps du patient, alors on pourra bien l'utiliser in vivo. Finalement, lorsque le diamètre mesuré est plus grand que grand D, la bactérie est considérée sensible vis-à-vis de l'antibiotique testé. Il existe une dernière situation possible lorsque le diamètre mesuré est entre petit d et grand D. Dans ce cas, la bactérie est qualifiée d'intermédiaire. C'est ici la prescription qui va déterminer sa résistance ou sa sensibilité vis-à-vis de l'antibiotique. Prenons l'exemple de l'amoxicilline. La dose chez l'adulte peut aller de 1 à 3 grammes par jour. Si le médecin prescrit 1 gramme, la bactérie sera résistante, mais s'il prescrit 3 grammes, elle sera sensible. Pour terminer, nous allons résoudre ensemble un exercice et voir ainsi concrètement comment faire face à un antibiogramme. On vous donnera dans l'énoncé un schéma ou une photo en taille réelle de la boîte de pétri. Il faudra donc mesurer avec précision les éventuels halos d'inhibition. Attention à bien mesurer des diamètres et pas des rayons, et à exprimer les mesures en millimètres. Je rappelle d'ailleurs qu'1 cm correspond à 10 mm. L'énoncé comprendra également les tables de référence, avec pour chaque antibiotique testé les valeurs de petit d et de grand D. Il s'agit souvent d'un tableau avec une colonne interprétation laissée vide. Écrivez dans cette colonne le résultat de votre mesure et comparez-le à petit d et à grand D. Attention de ne pas vous tromper dans le sens de vos inégalités. Ensuite, on se souvient que plus petit que petit d égale résistant, que plus grand que grand D égale sensible, et qu'entre les deux, c'est intermédiaire. On n'a donc plus qu'à interpréter les résultats. Il ne faut pas oublier de conclure. Quel antibiotique choisir finalement ? S'il y a des antibiotiques vis-à-vis desquels la bactérie est sensible, c'est bien sûr ceux-là qu'on choisira. Surtout pas des intermédiaires pour lesquels on n'est pas certain que le traitement soit efficace. Dans notre exemple, c'est donc la streptomycine qu'il faudra utiliser pour traiter le patient. Dans un cas de figure où il n'y aurait que des catégories intermédiaires, il faudra choisir ces antibiotiques-là, mais en précisant bien qu'il faudra les prescrire à la dose la plus élevée possible. J'espère que cette vidéo un peu plus technique que d'habitude vous sera utile dans la résolution de vos exercices de microbiologie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu et si vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos de ce type avec des conseils pratiques. À bientôt pour un nouveau cours de bio.